L'histoire de l'EGYPTE ancienne. La Terre. Géographie de l'Égypte. Frontières, dimensions et caractère du pays. Proportion du territoire cultivable. Dépendance au Nil. Cours du Nil, ses affluents temps et cause de l'inondation. Principales visions du territoire. La vallée du Nil, le delta, le Fayoum, le désert oriental, la vallée des lacs Natron. Caractère des pays limitrophes. La vaste étendue de désert qui s'étend des rives de l'océan Atlantique à travers l'Afrique et l'Asie occidentale, presque jusqu'au pied de la chaîne de montagnes du Zagros. N'est percée en un seul endroit que par un mince filet de verdure. Un seul ruisseau, issu des régions équatoriales, a la force de pénétrer dans l'effroyable désert de sable brûlant interminable, et de porter saut en toute sécurité à travers 2000 milles de plainés arides et assoiffés, afin de les mêler aux eaux bleues. Vagues de la Méditerranée. C'est ce fait qui a produit l'Égypte. Le fluide vivifiant, en traversant le désert, répand verdure et fertilité le long de son parcours sur les deux rives. Et une bande de territoire très productif est ainsi créée, propre à attirer l'attention d'un être tel que l'homme et à devenir le foyer d'une nation puissante. L'Égypte proprement dite est la terre à laquelle le fleuve a donné naissance et dont il a pris le nom, ou, en tout cas, cette terre située à une certaine distance de la Méditerranée. Mais, comme l'Areïs s'est installé dans cette demeure naturellement et exerçait presque nécessairement sa domination au-delà des limites étroites de la vallée, il est d'usage et il est juste d'inclure sous les noms des Égypte, une certaine quantité de territoire aride de part et d'autre de la vallée. Le Nil est ainsi donné au pays une expansion considérablement au-delà de celle qu'elle aurait si l'on limitait le nom strictement à la région fluviale et alluviale. Les frontières de l'Égypte sont, d'un commun accord, sur l'au nord la Méditerranée, à l'est la mer Rouge, et une ligne tracée depuis la tête du golfe de Suez jusqu'au Wadi el Arish, Arish, ou fleuve d'Égypte, AP des Hébreux, au sud 5,24°5, et une ligne tracée de là jusqu'à la mer Rouge aux ruines de Bérénice, à l'ouest le grand désert de Libye. L'étendue comprise dans ce limite est, pour l'essentiel, un parallélogramme irrégulier, situé obliquement, et s'étendant sur environ 520 milles dans cette direction, avec une largeur d'environ 160 milles. Du parallélogramme ainsi formé se détachent deux projections considérables, toutes deux triangulaires, l'une d'elles au sud-est, ayant son sommet à Bérénice, un peu en dehors du tropique du Cancer, l'autre au nord-est, ayant sa base le long de la ligne du canal de Suez et son sommet à l'embouchure du fleuve El Arish. La superficie de l'ensemble du territoire, y compris les deux projections, n'est probablement pas inférieure à 100 000 milles carrés. L'Égypte est donc presque 2 fois plus grande que l'Angleterre et un peu plus grande que la péninsule italienne. Dans ses limites, le caractère du territoire présente des contrastes des plus extrêmes et des plus violents. Une étroite bande du sol le plus riche du monde est entourée de chaque côté par des régions d'une stérilité remarquable, à l'ouest par des étendues de sable sans chemin et totalement improductives, à l'est par une région rocheuse de calcaire et de grès, pénétrée de gorges profondes, et présentant occasionnellement une végétation rare mais bienvenue. Vers le nord, la région sablonneuse, interrompue par le dépôt du Nil, se continue à l'est du canal de Suez dans le désert, qui s'étend de là jusqu'aux frontières de la Palestine. Tandis que vers le sud, l'étendue rocheuse se prolonge sur une distance de 160 milles depuis Aswan, Syéné, jusqu'à Bérénice. Il est difficile de calculer avec exactitude la proportion du territoire cultivable par rapport au territoire improductif. La vallée du Nil, si l'on tient compte de ses courbes, s'étend de Syéné jusqu'à la Méditerranée, sur une distance de près de 700 milles. Du Caire à la Méditerranée, ce n'est pas tant une véritable vallée qu'une vaste plaine, large de 70 à 100 milles, et ayant une superficie d'au moins 7,000 milles carrés. Au-dessus du Caire, le Nil est encerclé sur plus de 500 milles entre deux barrières rocheuses, et la largeur de la vallée varie de 2 à 12, voire dans certains endroits 15 milles. La moyenne étant calculée à environ 7 milles. Pour donner un territoire cultivable supplémentaire de plus de 4,000 milles carrés. L'Égypte est donc presque 2 fois plus grande que l'Angleterre et un peu plus grande que la péninsule italienne. Dans ses limites, le caractère du territoire présente des contrastes plus extrêmes et des plus violents. Une étroite bande du sol le plus riche du monde est entourée de chaque côté par des régions d'une stérilité remarquable, à l'ouest par des étendues de sable sans chemin et totalement improductives,
à l'est par une région rocheuse de calcaire et de grès, pénétrée de gorges profondes, et présentant occasionnellement une végétation rare mais bienvenue. Vers le nord, la région sablonneuse, interrompue par le dépôt d'Ounil, se continue à l'est du canal de Suez dans le désert, qui s'étend de là jusqu'aux frontières de la Palestine, tandis que vers le sud, l'étendue rocheuse se prolonge sur une distance de 160 milles depuis Aswan, Syéné, jusqu'à Bérénice. Il est difficile de calculer avec exactitude la proportion du territoire cultivable par rapport au territoire improductif. La vallée du Nil, si l'on tient compte de ses courbes, s'étend d'Éziéné jusqu'à la Méditerranée, sur une distance de près de 700 milles. Du Caire à la Méditerranée, ce n'est pas tant une véritable vallée qu'une vaste plaine, large de 70 à 100 milles, étant une superficie d'au moins 7000 carrés. Au-dessus du Caire, le Nil est encerclé sur plus de 500 milles entre deux barrières rocheuses, et la largeur de la vallée varie de 2 à 12, voire dans certains endroits 15 milles, la moyenne étant calculée à environ 7000. Pour donner un territoire cultivable supplémentaire de plus de 4000 carrés. La terre. On estime que le Fayoum a une superficie de 400 000 carrés. Le résultat global semble donc être que la superficie cultivable de l'Égypte est de 11 400 000 carrés, soit 7 296 000. Monsieur Jomard soutient que la occupation du Nil, la vallée par les sables est totalement et entièrement un empiètement, dû à la négligence de l'homme, et soutenait que autrefois, sous la Pharaon, les sables ont été exclus avec succès, et l'ensemble de la plaine entre la Libye et l'Arabie gamme mise en culture. Acre. Cependant, les savants qui ont accompagné les grands Français à la fin du siècle dernier ont constaté que les terres actuellement cultivées ne dépassaient pas 1 907 757 hectares, 13 ou 4 714 543 acres. Mais ils virent et remarquèrent qu'à côté de ce territoire cultivé, il y avait des étendues considérables tout à fait propres à la culture, qui restèrent jusqu'à ce qu'elles soient exploitées. Ils les estimèrent à 465 873 hectares, ce qui équivaut à 1 151 290 acres, de sorte que la superficie totale cultivable au moment de leurs observations était de 5 865 833 acres. Une autre estimation, un peu moins exacte, réduisait la superficie à 5 189 625 acres. La différence entre la superficie cultivable et les superficies réelles de la vallée du Nil, qui paraissent dépasser 1 430 000 acres, est due principalement au fait qu'une partie importante des basses terres est occupée par des sables. La verdure répandue par le Nil atteint en peu d'endroits le pied des collines qui enserrent sa vallée. Les sables interviennent des deux côtés, ou du moins d'un seul côté, et tandis que la largeur totale de la vallée est estimée à 7000 en moyenne, la largeur de la zone productive ne dépasse guère 5000 en moyenne. Les sables se trouvent également dans les limites réelles de la région cultivée. Encore une fois, l'espace occupé par le Nil lui-même et ses canaux, ainsi que par le lac Maëris et divers étangs et réservoirs, doit être déduit de la superficie brute. Le Nil lui-même a probablement toujours 1 mile de largeur depuis le point où il entre en Égypte jusqu'au début du delta, et après division, il n'occupe certainement pas moins d'espace, et comme le lac Maëris est calculé pour avoir une superficie de 150 mètres carrés. 1000, la surface totale de l'eau est manifestement considérable, n'étant probablement pas loin de 850 000 carrés, ou 542 000 acres. Les sables ne peuvent pas être estimés à beaucoup moins de 1500 000 carrés, ou 960 000 acres. Il croit que l'annonce quantité traditionnelle de terres cultivables dont jouissaient ainsi les anciens les Égyptiens ne représentait pas moins de la moitié de la population actuelle. Surface habitable. Ce calcul est probablement excessif. Mais nous il y a environ 10 ans, à une époque de demi-connaissance, d'hypothèses audacieuses, de théories ingénieuses, non prouvées et contradictoires. Cette période crépusculaire de spéculation 24 est révolue. Les superficies occupées par les bassins du Nil, du Congo et du Zambèze sont assez bien connues. Les grands réservoirs d'où coule le Nil sont connus, et s'il reste encore des problèmes non résolus, ils sont de caractère insignifiant et peuvent à juste titre être considérés comme de simples détails, intéressants sans doute, mais d'importance relativement mineure. Le Nil prend donc sa source en Afrique équatoriale à partir des deux grands bassins des Nyanza Salbert et Victoria, qui se trouvent tous deux sous l'équateur, le premier étant long 29 degrés à 31 degrés 30, cette dernière en longueur 32 degrés à 36 degrés, de Greenwich. Le Victoria Nyanza est un lac en forme de poire, avec la tige, à Mwanza,
de longueur 33 degrés et de latitude sud 3 presque. Il gonfle dans sa plus grande largeur entre le sud 1 de latitude et l'équateur, où il atteint une largeur de plus de 4 degrés, ou près de 300 milles. Après quoi, il se contracte rapidement et s'arrondit vers le nord à une distance d'environ 10 ou 15 milles au-dessus de l'équateur. La distance de Mwanza jusqu'à la côte opposée, où se produit le grand écoulement de l'eau, long 33 degrés environ, est une distance d'à peine 4 degrés, soit environ 270 milles. La superficie entière du lac ne peut pas être inférieure à celle de Mwanza. Plus de 40 000 miles carrés. Sa surface est estimée à environ 3500 pieds au-dessus du niveau de l'océan. L'autre grand réservoir, l'Albert Nyanza, est un lac long et, comparativement parlant, étroit, situé obliquement du S. E. O-N. N. W. Et dont les côtes ondulent quelque peu, alternativement en saillie et en recul. Ses rivages sont encore incomplètement explorés, mais on croit qu'il a une longueur de près de 6 degrés, soit plus de 400 milles, et une largeur par endroit d'environ 90 milles. Sa largeur moyenne n'est probablement pas supérieure à 60 milles, et sa superficie peut être estimée à environ 25 000 milles carrés. Son altitude au-dessus de l'océan est d'environ 3000 pieds. 28 Les Nyanzas Albert et Victoria sont séparés par une étendue de terrain montagneux dont l'altitude générale est estimée entre 4200 et 5000 pieds. Le Victoria Nyanza reçoit les eaux qui s'écoulent du côté oriental de cette chaîne, ainsi que toutes celles qui coulent des hautes terres au sud et à l'est du lac, dans une direction. Jusqu'à la latitude 4 sud. Son bassin a ainsi une largeur de 8 degrés. L'Albert Nyanza reçoit les cours d'eau qui coulent vers l'ouest depuis la zone située entre les réservoirs, ainsi que tous ceux du sud-ouest et de l'ouest, jusqu'à une distance qui n'est pas déterminée, mais qui ne peut guère descendre en deçà du 27e ou du 26e méridien. Son bassin a donc au moins 4 à 5 degrés de largeur et est considérablement plus long que celui de sa sœur orientale. De plus, l'Albert Nyanza reçoit, vers son extrémité nord, toutes les eaux excédentaires du Victoria, par le ruisseau connu sous le nom de rivière Somerset ou Victoria Nile, qui coule vers le nord de ce lac jusqu'aux chutes Karuma, lat. 2°15 nord, puis vers l'ouest par Murchison's Falls et Magungo dans l'Albert. Le cours d'eau qui rejoint ainsi les deux lacs peut être considéré en quelque sorte comme le Nil, ou non, selon qu'on veut, mais le fleuve qui sort de l'extrémité nord-est de l'Albert Nyanza, et qui coule de là, avec un cours seulement très peu à l'est du nord, par Gondokoro jusqu'à Khartoum, est sans aucun doute le Nil. De droite ou de gauche, ce ne sont que de simples affluents, et une description du cours du Nil commence donc plus exactement à ce point, où les cours d'eau de tête se rejoignent pour la première fois et où coulent toutes les eaux du bassin supérieur du Nil. Dans un seul canal. Le Nil quitte l'Albert Nyanza, vers environ 2°45 de latitude nord et s'écoule avec un cours très proche du nord-est jusqu'à la première cataracte 32, lat. 3°36, longueur 32°2, recevant sur son chemin, un petit affluent, l'Uniame, venant du S. E. Qui y entre à quelques milles au-dessus de la cataracte, par 3°32 de latitude. Au-dessous de la jonction, la rivière a une largeur entre les roseaux qui bordent épaissement ses rives d'environ 400 mètres, qui s'étend jusqu'à 1200 mètres un peu plus bas, là où son cours est obstrué par de nombreuses îles. On entre alors dans un défilé rocheux, à travers lequel le ruisseau frotte et rugit, réduit à une largeur de 120 mètres, et formant une série de chutes et de rapides. 35 En même temps la direction est modifiée, la rivière tournant vers l'ouest du nord, et s'écoulant du nord-ouest au nord jusqu'à ce qu'elle touche la longueur 31°30. Lorsqu'elle reprend son cours nord-est. Et s'écoule ainsi jusqu'à Gondokoro. Jusqu'au lac Tsana ou Dembea, dans lequel il entre par son sud-ouest et sort par son coin sud-est. De ce point, il coule vers le sud-est, puis vers le sud jusqu'au 10e parallèle de latitude nord, lorsqu'il tourne brusquement vers l'ouest, et passant à moins de 70 milles de sa source, s'étend vers l'ouest par le nord, puis presque plein nord-ouest jusqu'à Khartoum. Il reçoit sur son passage les eaux de nombreux affluents, dont les principaux sont le Rahad, le Dainder et le Tumay. Pendant la saison sèche, le ruisseau est petit, mais pendant les grandes pluies, il apporte avec lui une vaste quantité d'eau, lourdement chargée de matière terreuse de couleur rouge, et contribue largement au gonflement du Nil et au dépôt fertilisant qui donne sa productivité à l'Égypte. Le Nil blanc, ou vrai,
à sa jonction avec le Nil Bleu à environ 2000 de largeur, lorsque l'eau est à une hauteur moyenne. De ce point, il coule d'abord presque plein nord, mais après un certain temps, il s'incline vers l'est, et là où il reçoit son dernier affluent, l'Atbara, il atteint sa limite extrême est, qui est longue vers l'est. 34 degrés presque. La latitude de la jonction est de 17,37 degrés, selon Sir Samuel Baker. Ici, à 1100 milles de son embouchure, la rivière a sa plus grande volume. Entre le carrefour d'Atbara et la Méditerranée, pas un seul cours d'eau ne reçoit d'un côté ou de l'autre, et le Nil coule sur 1800 milles à travers des régions sèches de roches et de sable, subissant une perte constante par absorption et évaporation, tout en déversant dans la Méditerranée un volume d'eau qui a été estimé à 150 566 millions de mètres cubes par jour dans les Bassaux, et à 705 514 millions de mètres cubes par jour en haute saison. En latitude 17,37 degrés, le volume doit être beaucoup plus important. Après avoir reçu l'Atbara, la direction du Nil est NNW. Pendant environ 150 milles jusqu'à Abu Hamed, après quoi il continue à faire le virage le plus grand et le plus remarquable de tout son cours, coulant d'abord vers le sud-ouest, puis vers le nord, puis vers le nord-est, et enfin, sur une courte distance, vers le sud-est, jusqu'à Korosko. En latitude 22,44 degrés. Les cataractes sont fréquentes dans cette partie du fleuve, et, immédiatement pour les éviter et raccourcir la route détournée, les voyageurs ont l'habitude de parcourir à dos de chameau 230 milles à travers le désert nubien, laissant le Nil à Abu Hamed et l'atteignant de nouveau à Korosko. Dans environ 7 ou 8 jours. De Korosko, le cap général est au nord-est sur environ 60 ou 70 milles, après quoi il se dirige vers le nord et un peu à l'ouest du nord, jusqu'à Aswan, lat. 24,5 degrés. Ici commence l'Égypte, la plus longue cataracte est franchie, le granit et la syénite nubien cèdent la place au grès et le fleuve, après avoir fait son dernier plongeon, coule placidement. Entre des falaises escarpées, distantes de moins de 3000, avec d'étroites bandes de sol cultivables entre elles et le haut. Le cours est au nord, avec de légères déviations vers l'est et l'ouest, après Zombo, Koumombo, jusqu'à Silsilis, 58 où les roches de grès se resserrent et longent la rivière sur une distance de 3/4 de mille. 59 La vallée s'agrandit alors un peu. Il y a une large plaine sur la gauche, dans laquelle se trouvent les ruines de villes importantes. Le ruisseau s'incurve un peu vers l'ouest. Jusqu'à ce qu'un peu en dessous d'Éné, Latopolis, les collines se rapprochent à nouveau, le défilé appelé Gibline, ou les deux montagnes, est dépassé, le grès se terminé est remplacé par des chaînes de calcaire. Et le Nil, tournant vers le nord-est, traverse les plaines d'Hermontis et de Thèbes, premier espace vraiment vaste dans lequel il est entré depuis sa sortie du désert de Nubie. Au-dessous de Thèbes, le cours nord reprend et continue jusqu'à Dendira, Tantiris, lorsque le ruisseau tourne et coule presque plein ouest jusqu'à Abydos, Arabat el-Matfour, de là en direction nord-ouest à travers le 27e parallèle jusqu'à Kusae, Koussiet, à la latitude 27,27 degrés. La vallée entre Abydos et Kusae a de 6 à 10 milles de largeur, et la rive gauche est arrosée par des canaux dérivés du cours d'eau principal. Au-delà de Kuz, le cours du Nil est une fois de plus presque plein nord jusqu'à Sinopolis, Samelaout, à la latitude 28,18 degrés, après quoi il est NNE. Au couvent de Saint-Antoine, lat. 29,14 degrés. Un peu au-dessous de Kuz, le grand canal d'Égypte, connu sous le nom de Bar Youssouf ou fleuve de Joseph, part du Nil sur sa rive gauche et longe la base de la chaîne de collines libyennes. Sur une distance de 120 mètres. 1000 jusqu'à Zawi ou Zouyeh, lat. 29,22 degrés, où il rejoint le fleuve principal. Le Nil lui-même longe la base de la chaîne arabe, et le terrain plat laissé entre elle et le Bar Youssouf, large de 7 à 12 milles, forme la partie la plus riche et la plus productive de la Moyenne Égypte. Du couvent de Saint-Antoine jusqu'aux ruines de Memphis, lat. 29,50 degrés, le cours du Nil est à nouveau presque plein nord, mais à peu près à la latitude 29,55 degrés, il devient à l'ouest du nord et continue ainsi jusqu'à ce que le ruisseau se divise en latitude 30,13 degrés, longue 31,10 degrés, presque. Dans les temps anciens, le point de séparation se trouvait un peu plus en amont du cours d'eau et l'eau passait par 3 canaux principaux, le bras canope, qui correspondait étroitement à
celui actuel de Rosette, le Sébénitique, qui suivit d'abord la ligne du ruisseau d'Amiette, mais la quitta autour de Séménou, et tournant à l'ouest du nord, se jeta dans la Méditerranée par le lac Bourlos, en long. 30,55 °, et la Pélusiaque, qui longeait les collines arabes, passait par Boubastis et Daphné à travers le lac Menzaleh jusqu'à Tinach ou Péluse. Les cours de ces filières ils mesuraient respectivement environ 130, 110 et 120 000. Ainsi, tout le cours du Nil, depuis le point où il quitte l'Albernianza, lat. 2,45 °, jusqu'à celui de son débouché le plus septentrional dans la Méditerranée, lat. 31,35 €, était une distance de près de 29 degrés, soit environ 2000 milles anglais. En permettant une addition modérée d'un quart pour les détours principaux, nous devons attribuer à la rivière une longueur supplémentaire de 500 000 et faire en sorte que son cours entier soit de 2500 milles. C'est une longueur plus du double de celle du Tigre, plus d'un quart plus longue que celle de l'Euphrate, et considérablement au-delà de celle de l'Indus, de l'Oxus ou du Gange. Le Nil, on l'aura vu, n'a pas beaucoup d'hommages. Les chefs sont les Atbara et le Bahr el Azrek, ou Nil bleu, d'Abyssinie, les Sobates du pays Kaffa et les Assois du Madi et des montagnes adjacentes. Tous ces flux arrivent de la rive est ou droite. De l'autre côté, les seules tribus reçues sont le Bahr el Ghazal, dont on dit qu'il donne peu ou pas d'eau, le Yé, décrit comme un cours d'eau de 3e classe, et une autre rivière sans nom du même caractère. Les affluents importants sont donc uniquement le Sobat, le Bahr el Azrek et l'Atbara. Parmi ceux-ci, le Bahr el Azrek a déjà été décrit. Le Sobat n'est connu que dans son cours inférieur. C'est l'affluent le plus puissant du Nil blanc, et il serait alimenté par de nombreux affluents du pays Gala autour de Kaffa, ainsi que par plusieurs affluents des pays Berri et Latouka. On pense que le cours d'eau principal se situe d'abord au sud, entre le 10e et le 15e parallèle, après quoi il coule vers le sud-ouest puis vers le nord-ouest jusqu'à sa jonction avec le Nil blanc à la latitude 9,21 14 '. Il a un fort courant, et pendant la saison des pluies, juin à janvier, fait tomber une grande étendue d'eau, mesurant à son embouchure parfois 250 mètres de large et près de 30 pieds de profondeur. L'Atbara n'est pas une rivière permanente. Au printemps et au début de l'été, du début de mars à juin, la région est parfaitement sèche, sauf par endroits, sur plus de 150 milles de sa jonction avec le Nil. Dans les creux plus profonds de son canal sablonneux, à quelques kilomètres d'intervalle, l'eau reste pendant ces mois, et les habitants du ruisseau, hippopotames, crocodiles, poissons et grosses tortues, sont entassés dans des mares discontinues, où ils doivent rester jusqu'à ce que les pluies les remettent en liberté. Ce changement se produit vers la mi-juin, date à partir de laquelle jusqu'à la mi-septembre les tempêtes sont incessantes, et l'Atbara devient un torrent déchaîné, entraînant avec lui dans une confusion sauvage des arbres forestiers, des masses de bambous et de bois flottés, des cordes des éléphants et des phaloses, et des quantités de terre rouge emportées par les terres fertiles le long de son cours et de ceux de ses affluents. Il s'agit du Sétite, du Royan, du Salam et de l'Angrabe, tous sont de grands fleuves pendant la saison des pluies, et ne manquent jamais d'eau même pendant la période la plus sèche. 79 augmenté de ces ruisseaux, l'Atbara est, de juin à septembre, un grand fleuve, ayant 450 mètres de largeur moyenne et de 25 à 30 pieds de profondeur sur plusieurs milles. Au-dessus de sa jonction avec le Nil, en latitude 17,37 °, presque. La grande crue du Nil, qui cause la fertilité particulière de l'Égypte, commence ordinairement vers la fin de juin ou le début de juillet, et se poursuit jusqu'en novembre ou décembre. L'élévation au Caire est en moyenne de 23 à 24 pieds par an, mais elle atteint parfois 26 pieds, et parfois aussi peu que 22 pieds. En Haute-Égypte, où la vallée est plus étroite, la montée est naturellement plus grande. À Thèbes, l'augmentation moyenne est calculée à 36 pieds, tandis qu'à Sien Aswan elle est d'environ 40 pieds. Par contre, dans la plaine ouverte du delta, la hauteur à laquelle monte l'eau est très moins, étant d'environ 20 pieds près d'Héliopolis, 11 à Xoï et Mandès, et pas plus de 4 aux embouchures de Rosette et de Damietta. L'étendue de l'inondation dépend de la hauteur atteinte par la rivière. Si l'élévation est inférieure à la moyenne, une grande partie des terrains les plus élevés reste à découvert et doit être irriguée avec beaucoup de difficultés au moyen de canoës, d'ombrage ou de balayage manuel. Si, au contraire, la moyenne est largement dépassée,
des résultats calamiteux s'ensuivent. Les monticules qui retiennent l'eau des villages sont débordés ou en ruine. Les chaumières, construites en boue, s'effondrent et sont emportées. Le bétail se noie, le blé en magasin est gâté, et les habitants sauvent difficilement leur vie en grimpant aux arbres ou en se dirigeant vers quelque éminence voisine. Providentiellement, ces inondations excessives se produisent rarement. L'uniformité qui caractérise les opérations de la nature n'est nulle part plus observable qu'en Égypte. Et une élévation même de 2 pieds au-dessus de la moyenne est un événement rare et inhabituel. On a parfois supposé que, bien que depuis que l'Égypte a été soumise à l'observation scientifique moderne, les résultats présentés soient ainsi uniformes, de très grands changements se sont produits au cours des âges, et qu'on peut s'attendre à des changements encore plus grands si le monde continue à évoluer. Existait encore quelques milliers d'années. Hérodote déclare que moins de 900 ans avant sa visite en Égypte, soit au XIVe siècle avant J.C., le Nil débordait de tout le pays au-dessous de Memphis dès qu'il s'élevait à peine de 8 coudées. Et comme à son époque, pour que l'inondation soit totale, il fallait 16 coudées d'élévation, il conclut que la terre s'est élevée de 8 coudées en 9 siècles. À un tel rythme de croissance, observe-t-il, il ne faudrait pas longtemps avant que les champs cessent d'être inondés et que la fertilité tant vantée de l'Égypte disparaisse complètement. Si les faits avaient été tels qu'il le supposait, sa conclusion n'aurait pas été erronée. Mais toutes les preuves que nous possédons semblent montrer que la montée du Nil pendant la crue n'a jamais été ni plus grande ni moins qu'elle ne l'est actuellement, et que, bien que le terrain soit surélevé, il n'est pas nécessaire d'augmenter davantage la crue du fleuve pour le faire déborder. L'explication est que le lit de la rivière est élevé dans une proportion égale avec la terre de chaque côté, et le véritable effet de l'élévation est plutôt d'étendre l'irrigation du Nil que de la contracter, car à mesure que le centre de la vallée s'élève, les eaux au moment de leur débordement se répandent de plus en plus loin sur le pied des collines qui la délimitent, les alluvions s'étendent progressivement et la surface cultivable devient plus grand. Si le sol actuellement cultivé est moindre aujourd'hui qu'autrefois, ce n'est pas la nature qui est en faute. La mauvaise gouvernance mahométane freine toute énergie et toute entreprise. Les fellahs opprimés, n'ayant aucune garantie de jouir des fruits de leur travail, sont moins travailleurs que les anciens Égyptiens et profitent moins des avantages que leur offrent les circonstances particulières de leur pays. Dans une seule partie de l'Égypte, il semble y avoir eu des changements significatifs depuis l'époque des pharaons. Une barrière rocheuse traversait autrefois la rivière à Silsilis, et l'eau du Nil au sud de ce point s'élevait à un niveau beaucoup plus élevé. 9. De larges voies furent inondées à cette époque que l'inondation n'atteint jamais aujourd'hui. Mais ces étendues appartenaient à l'Éthiopie plutôt qu'à l'Égypte. Et dans ce dernier pays, seule la petite partie de la vallée du Nil entre la première cataracte et Silsilis souffrit d'un quelconque désavantage. Dans cette région, la rivière ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 26 pieds de la hauteur qu'elle atteignait autrefois, et bien que le caractère incendiaire de la vallée ait empêché le changement de causer une perte très sensible, il ne fait aucun doute qu'une certaine diminution du territoire cultivable a été produite par l'effondrement de la barrière. On sait depuis longtemps que l'inondation annuelle du Nil est causée, en tout cas principalement, par les pluies qui tombent en Abyssinie entre mai et septembre, mais ce n'est que récemment que l'ensemble du système du Nil et le rôle joué dans son économie par les bassins abyssiniens et équatorial ont été clairement compris et appréciés. Le Nil blanc s'avère maintenant être, non seulement le principal, mais le seul véritable fleuve. Alimenté par les grands lacs équatoriaux et soutenu par une pluviométrie qui se poursuit pendant plus de 9 mois de l'année, de février à novembre, ce fleuve puissant et infaillible charrie jusqu'à la Méditerranée un vaste et peu profond fleuve. Étendue d'eau variable, dont la quantité peut être estimée en considérant le volume déversé dans la mer, même lorsque le Nil est au plus bas, qui est dit être au-dessus de 150 000 millions de mètres cubes par jour. Cette saison est si petite, qu'il faut le considérer comme une compensation à peine suffisante contre la perte par absorption et évaporation que doit subir le cours d'eau dans les 1400 000 entre Khartoum et la mer, et ainsi la totalité des 150 000 millions de mètres peut être mise au compte du Nil blanc. Si le Nil blanc était détourné de son cours au-dessus de Khartoum, le Nil bleu à lui seul ne parviendrait pas, pendant la saison sèche, à atteindre la Méditerranée. Il rétrécirait et disparaîtrait. La vallée du Nil delta apparaîtrait bien avant d'avoir dépassé le désert de Nubie, et l'Égypte serait alors absolument sans eau et inhabitable.
Mais les réservoirs abondants sous l'équateur interdisent ce résultat et permettent au fleuve de tenir tête et de résister au pouvoir absorbant du désert et au pouvoir évaporateur de l'atmosphère, tandis qu'il parcourt un espace de plus de 16 degrés avec un cours qui, y compris uniquement les virages principaux, ne peut être loin de 1400 milles. D'un autre côté, sans les cours d'eau abyssiniens, il est douteux que le Nil puisse un jour dépasser ses rives ou inonder l'Égypte. S'il en était ainsi, il est certain qu'il laisserait peu de dépôts et n'aurait qu'un faible pouvoir fertilisant. L'Atbara et le Nil bleu charrient toute cette boue argileuse rouge, 104 qui, répandue chaque année sur le pays, forme un pansement d'une telle richesse qu'aucun engrais supplémentaire n'est nécessaire pour maintenir l'Égypte dans une perpétuelle fertilité et lui permettre de produire une quantité infinie d'engrais. Série des récoltes les plus abondantes qu'on puisse concevoir. La terre grasse est emportée d'année en année depuis les hauts plateaux d'Abyssinie par les fortes pluies d'été, et s'étend de Syéné à Alexandrie sur les basses terres égyptiennes, tendant à combler le creux que la nature a placé entre les collines libyennes et arabes. Il n'y aura pas de diminution de la fertilité égyptienne jusqu'au jour où les montagnes d'Abyssinie auront été dénudées et où les rivières qui en découlent cesseront d'apporter un dépôt terreux lors de leur crue, restant également translucides pendant toutes les saisons, quelle que soit leur ascension ou leur chute. Ce jour doit cependant être presque indéfiniment éloigné, et les habitants de l'Égypte n'auront pas besoin pendant longtemps de craindre que sa productivité souffre d'une sérieuse diminution. Il était d'usage parmi les écrivains sur l'Égypte de diviser le pays soit en 2, soit en 3 parties. Mais au présent auteur, il semble plus commode de diviser en 5 le territoire égyptien. La vallée du Nil, la grande plaine du Delta, le curieux bassin du Fayoum, le désert oriental et la vallée des lacs Natron sont des régions qui ont une particularité naturelle et qui semblent mériter un traitement à part. Il est donc proposé de décrire ces 5 régions individuellement avant de passer à l'exposé des pays qui bordaient l'Égypte. La vallée du Nil, de Syéné jusqu'au sommet du delta, est une bande longue et étroite des terres les plus fertiles du monde, s'étendant de la latitude 24°5 à 30°10, une distance supérieure à 6 degrés ou 360 milles géographiques. La direction générale de la vallée est du sud au nord, mais pendant la plus grande. Sur une partie de la distance, il y a une tendance à s'incliner vers l'ouest. Cela prévaut jusqu'à la latitude 28°18, ou long. 30°40 est touché. Après quoi l'inclinaison est de plus d'1 degré à l'est du nord jusqu'à Atfieh, d'où la vallée s'étend presque plein nord jusqu'à l'ancien sommet du delta près d'Héliopolis. Grâce à ces déviations, la longueur de la vallée passe de 360 à environ 500 milles géographiques, ou 580 milles selon la mesure légale britannique. La vallée est extrêmement étroite depuis Syéné jusqu'au environ de Thèbes, où elle s'étend, mais elle se contracte de nouveau au-dessous de la plaine thébaine, et continue à se rétrécir jusqu'à Aou ou Diospolis Parva, d'où elle est, comparativement parlant, large jusqu'à environ Atfieh. Il est ensuite à nouveau étroit jusqu'à ce qu'il s'étende dans le delta en aval du Caire. La plus grande largeur de la vallée est d'environ 15 milles, la plus petite d'environ 2 milles. Dans de nombreuses régions, surtout du côté occidental, une étendue sablonneuse s'interpose entre le pied des collines et le territoire cultivé, qui est ainsi rétréci à une largeur qui dépasse rarement 10 milles. La grande plaine du delta est, à peu près, triangulaire, mais sa base vers la mer est un segment de cercle et non une ligne droite. Le dépôt que le Nil a apporté au cours des âges provoque une saillie du littoral qui, à l'est, est longue 31°10 et plus d'un demi-degré en avant du rivage à Pelusium et à Marea. Comme la vallée du Nil, le delta est délimité de chaque côté par des collines, à l'ouest par une chaîne qui s'étend au nord-ouest de Memphis jusqu'au lac Marea, puis à l'ouest jusqu'à la côte près de Plintinée, long 29 degrés environ, à l'est par celui qui a une direction générale nord-est du Caire au lac Serboni et au mont Cassius. La distance le long de la côte depuis Plintinée jusqu'au mont Cassius est d'environ 300 milles. Cela depuis le sommet du delta jusqu'à la mer, à environ 100 milles. On croit que l'ancien sommet était environ 6 milles plus haut en amont que le point de séparation actuel, qui est en latitude 30°13, alors que l'ancien point de séparation était à environ la latitude 30°8. L'ensemble du delta est une vaste plaine alluviale sans élévation naturelle d'aucune sorte. Il est traversé par de nombreux cours d'eau provenant des 2 grands bras du Nil, et a connu au cours des temps de très grands changements quant à ces cours d'eau.
La tendance générale a été que les eaux s'écoulent de plus en plus vers l'ouest. La branche pélusiaque, qui était autrefois la branche principale, est aujourd'hui presque entièrement desséchée. Les branches tanitiques et mendésiennes ont également disparu. L'embouchure actuelle du Nil la plus à l'est est celle de Damietta, qui était à l'origine la quatrième, comme on longeait la côte d'est en ouest. Même celui-ci ne transporte qu'une petite proportion de l'eau du Nil étant à s'envaser. À Rosetta, il y a un bar de l'autre côté de l'embouchure de la rivière, et le canal Mamoudieh, qui relie Alexandrie au Nil à Fouche, constitue le seul canal navigable en permanence entre la côte et la capitale. La cause de ce changement graduel semble être le courant de la Méditerranée, qui court constamment d'ouest en est le long de la côte égyptienne et entraîne la boue du Nil vers l'est, en la déposant peu à peu au fur et à mesure. Port Saïd est continuellement menacé de destruction pour cette raison, et ce n'est que par un dragage constant que l'embouchure du canal peut être dégagée. Environ un quart de la superficie naturelle du delta est occupée par des lacs séparés de la mer par de fines lignes de roches ou de bancs de sable. En commençant à l'ouest, nous trouvons d'abord le lac Marea ou Mareotis, qui s'étend de Plaintinet sur 35 milles dans la direction nord-est, et s'étend à l'intérieur des terres sur une distance de 25 milles vers le sud-est. Attenant à celui-ci à l'est, et séparé de lui par seulement une étroite bande d'alluvions 18, se trouve le lac Menlet, aujourd'hui Madieh, un bassin de petite taille, ses dimensions étant d'environ 10 milles sur 7 ou 8. Ces deux lacs sont protégés de la mer par une chaîne calcaire basse, qui se termine par le rocher formant l'extrémité ouest de la baie d'Aboukir. De ce point jusqu'au mont Cassius, le reste de la côte est entièrement constitué de sable et d'alluvions. Au sud de la baie d'Aboukir se trouve le lac Métélite, Edkou, d'une longueur de 20 milles et d'une largeur d'environ 10, atteignant d'un côté près du lac Madieh, et de l'autre jusqu'au bras Bolbitine ou Rosette du Nil. À peu de distance au-delà de l'embranchement de Rosette commence le lac Bourlos, Lacus Buticus, qui a une largeur de 20 milles et une longueur de près de 40, et est séparé de la Méditerranée par une mince langue de sable s'étendant de l'embouchure de Rosette à le point le plus septentrional de l'Égypte, en face de Beltim. Une vaste étendue de terre s'interpose désormais entre le lac Bourlos et le bras Damiette du Nil. Mais à l'est du bras de Damiette se trouve presque immédiatement un autre lac, le plus grand de tous, le lac Menzaleh, qui a une longueur de 45 milles et une largeur par endroits de près de 30. Le pays au sud et au sud-ouest de ce lac est un vaste marais, ne contenant que des endroits secs occasionnels, mais qui a toujours été le lieu de villégiature d'une population nombreuse et robuste. Plus à l'est encore, au-delà de l'embouchure pélusiaque et au-delà des limites du delta proprement dit, se trouve le lac Serboni, qui a une longueur de 50 milles, mais largeur variant d'un mille seulement à 6 ou 7. Un banc de sable bas et étroit, à mi-chemin où s'élève le mont Cassius, sépare ce lac de la mer. On s'est beaucoup demandé si le delta s'étendait de plus en plus dans la Méditerranée et s'il était par conséquent plus grand aujourd'hui que dans les temps anciens. Les savants français qui examinèrent le pays lors de la grande expédition de Napoléon étaient nettement d'avis que la côte avançait constamment et considéraient la superficie générale du delta comme ainsi considérablement augmentée. Ils pensaient cependant que la négligence des vieilles digues et l'agrandissement des lacs Bourlos et Menzaleh avaient perdu autant de terres intérieures que la mer en avait gagné, et pensaient que la superficie cultivable du delta c'était à peu près la même époque qu'autrefois. D'un autre côté, Sir Gardner Wilkinson déclare que la Méditerranée a empiété et que le delta a perdu au lieu de gagner sur toute son étendue depuis Canopus jusqu'à Péluse. Il affirme que les terres s'enfoncent toujours le long de la côte nord de l'Égypte, et semble penser que le gisement du Nil est à peine suffisant pour compenser cet affaissement continu. Selon lui, le Nil entre désormais dans la mer à la même distance au nord du lac Maëris qu'à l'époque des premiers rois d'Égypte, et les sites des villes les plus anciennes sont plus proches du bord de la mer que jamais. Il estime donc que le littoral n'a fait aucune avancée du tout dans des temps historiques, et semble même considérer la remarquable projection du terrain entre les bouches canopées pélusiaques comme une formation originale et non le résultat d'un dépôt. Il est difficile de trancher entre deux autorités aussi importantes, mais on peut remarquer que l'égyptologue anglais n'est guère cohérent avec lui-même, puisque, tout en affirmant que la mer a empiété, il admet que le Nil y entre à la même distance en aval du lac Maëris qu'autrefois, ce qui implique que la mer a empiété. Pas empiété. On peut remarquer en outre qu'il ne donne aucune preuve de l'affaissement de la côte au nord de l'Égypte, et que sa déclaration à ce sujet est sujette à caution.
Dans l'ensemble, nous pouvons peut-être avec plus de raison conclure qu'il y a une avancée, notamment vers l'est, où la boue est balayée par le courant, mais que le progrès est fort. Sont lents et les gains de territoire peu considérables. Le curieux bassin du Fayoum a, de loin, la Antiquité a attiré l'attention des géographes. 128 et dans les temps modernes les temps ont été soigneusement examinés et décrits par M. Jomard et M. Linan de Belfond. C'est une dépression naturelle dans la chaîne de collines libyennes, ayant une superficie d'environ 400 000 carrés, dont 150 sont occupés par un lac long et étroit, le Birke El Keroun, ou lac de la Corne, dont les eaux couvrent la partie nord-ouest du bassin. L'ensemble de la piste se trouve à un niveau beaucoup plus bas que celui de la vallée du Nil, avec laquelle elle est reliée par un ravin rocheux d'environ 8000 de longueur, ayant une direction du nord-ouest au sud-est et se trouvant à peu près à la latitude sud-est. 29°20. À l'origine, le bassin était très probablement en forme de coupe, mais à l'heure actuelle, le terrain à l'intérieur s'incline depuis l'ouverture de la gorge dans toutes les directions, vers le nord, l'ouest et le sud, le terrain supérieur étant constitué de dépôts de boue du Nil, qui se sont accumulés au cours des âges. Un bras du Bar Youssouf, encore en usage, traversait autrefois la gorge, et un système d'irrigation élaboré, impliquant la construction de nombreuses digues, canaux et écluses, mis presque toutes la région en culture et en fit l'une des parties les plus productives de l'Égypte. Le lac lui-même, qui est une construction de la nature et non de l'art, était d'une grande valeur comme pêcherie, et le nom Arsenoïte, comme on appelait toute la région, prenait rang parmi les principales merveilles d'un pays des plus merveilleux. Le désert oriental est de loin la plus grande de toutes les isions de l'Égypte. Sa longueur peut être estimée à plus de 500 000 sets, sa largeur moyenne à 130 ou 140 000. Sa superficie totale ne représente probablement pas moins de 65 000 milles carrés, soit considérablement plus des 2/3 de la superficie de l'Égypte. C'est essentiellement une région de roches, de graviers et de sable, aride, sans eau et sans arbres. Du côté du Nil, la crête s'élève une terrasse abrupte et escarpée, présentant vers l'ouest des rangées de falaises comme des murs. Ensuite les montagnes alternent avec de larges plaines graveleuses ou sablonneuses, le terrain s'élève peu à peu. L'élévation des collines atteint parfois 6000 pieds, et atteint son maximum à mi-chemin entre le Nil et la mer Rouge. La formation géologique est calcaire vers le nord et Gravers la latitude. 25°, et granit en latte. 24°, mais il arrive parfois qu'des masses de roches primitives s'introduisent dans les régions secondaires, s'étendant aussi loin vers le nord que la latitude. 27,10°. En quelques endroits, le désert est coupé de gorges rocheuses d'un caractère moins aride, qui fournissent des lignes de communication entre la vallée du Nil et la mer Rouge. Parmi ceux-ci, les plus remarquables sont l'un d'environ lat. 30°, reliant le Caire au golfe de Suez, 1 seconde, en latitude. 26°, réunissant Copétéos et Thèbes à Kosser, et un troisième, bifurquant du Nil en lat. 25°, et joignant Edfou, Apollinopolis Mania, à Bérénice, par lat. 23°50. D'autres gorges ou ravins semblables pénètrent dans la région désertique sur une distance plus ou moins longue, puis se terminent brusquement. Pour la plupart, ces vallées sont, dans une certaine mesure, fertiles. Les arbres y poussent, et ils produisent en abondance une plante épineuse, appelée basila, qui fournit une nourriture suffisante aux chameaux, aux chèvres et même aux moutons. Par endroits, la végétation est plus riche. De délicieux ravins, ornés de beaux arbustes, et produisant des dattiers et du blé sauvage, existent, dit-on, dans la partie nord du désert, tandis qu'à proximité de la mer Rouge, à la latitude 28°45, les monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul sont situés dans des endroits verdoyants et entourés de vergers prospères de dattes, d'oliviers et d'abricots. Le grand besoin de la région est l'eau, qui n'existe que dans des puits, dispersés à de larges intervalles sur sa surface, et qui est toujours d'un caractère désagréable et parfois malsain. La seule partie réellement précieuse du désert oriental est celle du mont Zabara, la région des mines d'émeraude, à la latitude 1000. 24°25, longue. 35° presque. La vallée des lacs Natron est une dépression longue et étroite dans le désert libyen, située principalement entre les latitudes 1 et 2. 30° et 31°. On peut le considérer comme un embranchement de la vallée du Nil autour d'Abou Sir, entre les grandes pyramides de Gizeh et celles de Saqqara.
Sa direction générale vient du S. E. E. AN. W. W. Et il est ainsi parallèle à la bordure occidentale du delta, dont il est séparé par une piste aride de roches calcaires et de déserts graveleux, de 30 à 50 milles de largeur. La longueur de la vallée, depuis le point où elle quitte le Nil jusqu'à l'endroit où elle se perd dans les sables au sud de Marea, dépasse un peu 90 milles. Les lacs occupent la partie centrale de la dépression, située entre la latitude 30°16 et lat. 33°24. Ils sont au nombre de 6 et forment une ligne continue, qui est estimée à 6 lieues françaises, soit environ 16 milles et demi anglais. Leur largeur ordinaire est de 100 à 150 mètres. L'eau provient de sources qui naissent dans la chaîne calcaire délimitant la vallée au nord-est et coule abondamment du milieu de l'été jusqu'en décembre, après quoi elles rétrécissent et s'épuisent progressivement jusqu'au mois de juin suivant. Pendant la période de leur défaillance, certains lacs s'assèchent. Quoique l'eau des sources qui alimentent les lacs soit tout à fait potable, elle contient cependant en solution plusieurs sels, comme notamment le muriate de soude ou sel marin commun, le sous-carbonate de soude ou natron, et le sulfate de soude. Et ces sels, s'accumulant continuellement dans les lacs, qui n'ont pas d'exutoire, cristallisent à leur surface.